Merci beaucoup d'être là. Nous avons décidé, avec Gérald Garouti, qui est dramaturge de cette pièce Philoctète, un premier temps de questions avec Jean. Puis, dans un second temps, Gérald viendra sur ce plateau converser avec Jean. Est-il opportun de présenter Jean Bollack ? Je ne crois pas. Il est peut-être opportun de dire qu'il est né dans une famille d'origine juive à Strasbourg, qu'il a été assez vite à l'université de Bâle et qu'à l'université de Bâle, il a eu la chance de pouvoir vivre cette période heureuse des humanités, enfin heureuse et malheureuse, parce que le nazisme rôdait déjà et Jean a très vite compris, je crois, qu'il n'était pas tout à fait comme les autres. Mais en tout cas, vous avez eu, Jean, la possibilité de pouvoir avoir accès à une connaissance de grands maîtres, et notamment des grands maîtres qui avaient eu comme professeurs des inventeurs ou des amoureux de la philologie. Je ne citerai que le nom de Nietzsche, qui a écrit ce texte principiel, je crois, à vos yeux, qui s'intitule « La naissance de la tragédie ». Et donc, très jeune, vous êtes tombé dans l'amour de cette connaissance des textes. Et la première question que je voulais vous poser, c'était de savoir quel était le premier texte de l'Antiquité que vous ayez lu et dans quelle version l'avez-vous lu ? Alors ça, c'est une question difficile parce que je suis d'un autre âge. Et j'ai donc été dans un lycée où on lisait comme ça les auteurs, comme on l'a fait en France aussi. À cette époque-là, j'étais en Suisse. Et ça aboutissait, comme ça, il y avait une ascension vers quelque chose de toujours plus élevé. On commençait par des auteurs jugés plus accessibles et pour arriver, disons, dans la dernière classe. Et au fond, je fais une division, je sépare ça. Parce que ce qui compte, c'est la découverte de la lecture personnelle qui s'accomplit à l'adolescence. Je crois que dans mon cas, ça s'est fait autour de 14 ou 15 ans, c'est-à-dire où je n'ai pas lu précisément ces classiques qu'on me faisait lire à l'école, et évidemment qui ont joué un très grand rôle dans ma culture, dans ma formation. Mais il y a autre chose, et qui est la découverte de la lecture que l'on fait séparément. Et ce que j'ai fait plutôt par de la littérature moderne, contemporaine, des poèmes que je lisais français et allemand, que par des classiques. Et au fond, la meilleure réponse que je peux faire à Laura Adler, c'est que si j'ai une originalité, c'est que j'ai fini par lire les auteurs latins et grecs comme s'ils étaient nos contemporains, non pas en éliminant, disons, la distance historique, non pas, mais en les lisant avec, disons, la même qualité d'intérêt. Et ce qui compte, alors donc il y a deux choses distinctes qu'il est bon que nous séparions. La formation scolaire, qui est une préoccupation constante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire connaître aux adolescents, avec une forme de contrainte. J'étais dans un lycée où si on n'était pas bon, on était éliminé. C'était une époque où ça se faisait comme ça. Mais la scolarisation comme telle est un monde, et à côté, en marge de ce monde, il y a évidemment la découverte de la lecture personnelle et tout ce que cela signifie, pas seulement dans son activité, mais au fond dans tout ce qui fait la vie. On vit à travers les livres. Moi, évidemment, j'ai décidé de vivre à travers les livres. Et donc, quand je suis arrivé à l'université, je me suis... j'ai décidé d'étudier les lettres et la philosophie, donc des choses qui étaient compatibles avec mes ardeurs, si je peux dire. Mais l'essentiel de ce que cet enseignement bâlois que vous évoquiez, disons que dans des conditions les plus sinistres, entouré de réfugiés allemands, n'est-ce pas, j'ai pu faire, circonstances très particulières, n'est-ce pas,
Le fait que j'y étais là-bas va peut-être sauver, en effet, ma vie. Mais ce que j'ai appris, c'est la philologie, c'est-à-dire un immense savoir amassé sur la connaissance des textes depuis le XVIIIe siècle. C'était un autre univers encore. Un troisième qui n'était ni l'univers scolaire, ni celui des lectures personnelles, mais de l'histoire des lectures et de l'histoire de la science, disons, textuelle. Et ce que j'en retiens là, c'est... tout à l'heure, j'ai parlé de la qualité d'intérêt qu'on peut avoir, comment est-ce qu'on aborde. Mais il y a encore une autre notion qui est non moins essentielle, c'est la conscience que l'on prend de la difficulté, qui est liée à l'intérêt. Et donc au déchiffrement. C'est-à-dire que la lecture, finalement, ou disons ce que les auteurs ont écrit, les plus grands, c'est assez obscur. Et non pas obscur parce qu'incompréhensible, mais demandant simplement un effort de déchiffrement soutenu. Voilà comment je voulais répondre à cette question initiale. Mais vous n'avez pas véritablement répondu. Quel est le premier texte que vous ayez lu ? Et dans quelle version ? J'ai répondu implicitement parce que je dirais que c'était... voilà. Je peux répondre deux fois. D'une part, naturellement, je lisais les textes sur lesquels portaient les cours. Le professeur là, de grec, qui avait fait ses études au début du XXe siècle en Allemagne, et qui connaissait donc toute cette tradition, il faisait cours 4 fois par semaine, à 9h du matin, et puis quand il avait fini à 10h, on allait dans un séminaire et on essayait d'ouvrir les livres qu'il avait cités. Alors ce n'est pas proprement personnel, mais évidemment, c'était Échille, c'était Homère, c'était ce qu'on veut. D'autre part, parce que j'avais participé à l'un de ces séminaires, je crois que la lecture la plus personnelle que j'ai faite, c'était vers la fin de la guerre, en 1944, les présocratiques. Voilà. Alors là, j'ai donné, qui ont conduit évidemment plus tard, ça ont conduit à ma première publication importante sur Empédocle, où c'est au fond la plateforme que j'ai créée pour mon propre développement et disons toute mon œuvre. Alors là, maintenant, vous ne pouvez plus dire que je ne vous ai pas répondu. Non, mais je crois que c'est très important de préciser que vous avez commencé par une multiplicité d'auteurs tous en même temps et qu'en même temps, vous avez particulièrement travaillé sur Empédocle. Il faut, je crois, ajouter immédiatement que, puisque vous venez de dire, Jean Bollack, que vous lisiez les textes à l'époque de l'Antiquité comme s'ils étaient des textes contemporains, il est utile de souligner que vous êtes un grand connaisseur de la poésie, que vous avez fait un livre absolument remarquable sur Paul Celan qui s'appelle Vie et contre-vie, que vous êtes un amoureux de Rilke notamment et que vous continuez à lire les poètes. Et je pense que ça participe du même mouvement. Mais pour venir au texte de l'Antiquité, ce qu'on peut voir quand on lit par exemple cette traduction de l'Oedipe roi, qui a été d'ailleurs créée ici à l'Odéon, je crois en 1984, dans votre traduction, c'est qu'on n'a pas tout à fait l'impression de lire le même texte que ceux qu'on nous apprend à l'époque, à l'école et à l'époque. Et donc, est-ce que vous pourriez nous parler de ce travail justement de remonter à la source, d'essayer vous avez employé le mot de déchiffrement, on peut peut-être employer aussi le mot de décryptage. Comment revenir à la source ? Y a-t-il une source ? Comment parvient-on à cette source ? On a l'impression que vous faites un travail de véritable scaphandrier pour aller jusqu'à l'origine, mais y a-t-il une origine des textes de l'Antiquité et comment procédez-vous pour éliminer ? Alors, évidemment, vous voyez, quelle que soit l'originalité que l'on a, on dépend aussi de l'environnement intellectuel et, disons, historique. Et les auteurs, même classiques, n'ont pas le même statut selon les générations. Lorsque, je vous disais, autour de la fin de la dernière guerre, au moment où je suis à la Libération arrivé à Paris, les présocratiques, c'était énorme.
Et c'est comme s'il y avait une forme de bourse de valeur. Et personne ne peut... voilà, c'est-à-dire que... c'est extrêmement intéressant, cette question de savoir. Quand j'étais étudiant, Stendhal, tout le monde voulait l'avoir lu, et puis on cherchait à trouver, disons, le moindre récit de Stendhal. Ce n'est plus le cas. Et Flaubert, c'est beaucoup mieux défendu. Je prends cet exemple, mais ce n'est pas moins vrai pour les auteurs anciens. Et alors, la médiation, n'est-ce pas, ce sont des médiations qui s'opèrent. Ensuite, il y a en effet le choix personnel, mais je dirais que si je fais mon histoire, le fait que je me sois pendant très longtemps principalement occupé, disons, de Platon et des présocratiques et de la philosophie, était aussi lié à mon entourage intellectuel, aussi bien universitaire qu'en dehors de l'université. Et c'est au fond... à certains moments, donc dans les années bien plus tard, il y a une trentaine d'années, dans les années 70, j'ai compris l'importance pour la démonstration. Vous voyez, j'ai toujours parti de l'idée que les textes tels qu'ils étaient édités, traduits, etc., ne correspondaient pas à ce que l'auteur avait véritablement exprimé. Et donc, ce que j'ai fait, c'est un peu lié à la réponse que je vous ai faite tout à l'heure, Laure Adler, lorsque je vous ai dit je lisais ces auteurs comme s'ils étaient des contemporains, comme s'ils avaient venaient de paraître, parce que c'est le même intérêt. Eh bien, de la même manière, dirais-je, j'ai pensé qu'il fallait comprendre véritablement, c'est-à-dire aboutir à une historisation maximale. C'est un peu paradoxal ce que je vous dis et mérite d'être expliqué. Je dis d'une part contemporain et d'autre part je dis il faut l'historiser au maximum, c'est-à-dire lire le Philoctète, disons, comme si on était un contemporain et comme si on avait assisté à la première. En 409 avant Jésus-Christ, je veux dire comment est-ce que ça puisse faire et évidemment c'est ça que je reconstitue. Et je prends le parti de l'auteur contre toutes les lectures qui se sont faites entre lui et nous. Et donc l'intérêt finalement se porte sur les conditions de la création, aussi bien externes que internes. Et ça coïncide aussi avec quelque chose dont je suis maintenant très conscient, je veux dire que j'ai découvert ces dernières années, c'est que c'était entré dans le processus de création lui-même. Alors il y a ces deux points de vue, ou les trois. Il y a d'une part l'intérêt qui est le nôtre, contemporain. Il y a cet effort que l'on fait de mettre les gens qui ont écrit vraiment dans la situation où ils l'ont fait, selon leur propre environnement et contre lui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait un auteur, n'est-ce pas, dans cette dualité? Et puis ensuite, cette longue histoire de déformation qui se reflète dans les éditions et les traductions, la manière dont on lit, dont on joue au théâtre, etc. Et donc ça devient un effort gigantesque, puisque prenant le parti de l'auteur, on a aussi contre soi tous les intérêts qui ont pu exister, religieux, scolaires, philosophiques, depuis l'Antiquité. Et ça c'est vrai évidemment pour tout ce que nous tirons des civilisations passées. Et en général, je le dis aussi parce que ça nous approche un peu du théâtre. En général, je veux dire, c'est comme un peu aussi dans l'histoire de la peinture, on s'en tient à l'histoire qu'on essaye de rapprocher le plus possible du mythe. C'est ainsi qu'on a lu Antigone, et contre quoi j'ai écrit un livre qui s'appelle La mort d'Antigone, qui est tout à fait la pièce Antigone, qui est une des pièces les plus jouées au monde. Elle est en général lue à travers un mythe d'Antigone, comme s'il existait. Or, il n'existe pas, c'est une histoire inventée, construite. Il en va de même pour Philoctète, dont nous allons parler. Alors, voilà.
j'ai pris le parti contre le mythe. Je prétends que la plupart des lectures, la plupart des livres qui sont achetés et lus sur la tragédie grecque portent sur des mythes. De Freud à Lacan et de Heidegger à je ne sais qui, je veux dire, c'est toujours cela. Et quelque chose qu'on juge permanent et donc renouvelable et donc coprésente et genre toujours actuel. Et alors, contre cela, mon point de vue est strictement opposé puisque je prends le parti de l'auteur dans sa spécificité, dans le point de vue, dans le regard, le problème qu'il a voulu faire voir. C'est ainsi aussi que j'aborderai, disons, Philoctète, qui est très intéressant parce que c'est rarement joué. Très rarement. Disons, presque 1% par rapport à Antigone, disons, dans le monde entier. J'ai un livre, disons, dans ma bibliothèque qui a étudié, un Allemand qui a étudié un livre, déjà il y a une dizaine d'années, sur l'histoire des mises en scène depuis 1800, donc sur 2 siècles. Et alors Philoctète, c'est très rarement joué, presque pas. Et donc c'est intéressant, puisque ce dont nous allons parler est une chose nouvelle, inédite. Disons qu'il n'a pas de passé et de poids culturel. Par exemple, Hegel n'arrivait pas à s'intéresser, lorsque dans l'esthétique il parle de la tragédie, il n'arrivait pas à s'intéresser à Philoctète parce qu'il trouve que le sujet est inintéressant. Rien de ce que lui représentait, rien, n'est-ce pas, dans l'univers qu'il construisait, pour comprendre le tragique, ou disons une tragédie, n'était compatible avec le contenu du Philoctète tel qu'il le lisait. Et c'est un vrai problème, et hautement intéressant. Au fond, je dis ça, c'est une évidence. Presque tout ce que nous disons quand nous disons tragédie, les tragédies antiques grecques, et la philosophie, et les philosophes qui ont traité de ces sujets s'en sont tenus à Édipe et Antigone. Nous avons la chance, c'est peu, évidemment, sur l'ensemble de ce qu'on aimerait avoir, mais on a plus de 30 tragédies. Mais la réflexion sur ce que c'est que le tragique et la tragédie est partie de l'étude de ces 2 pièces seulement. Ensuite, on est en dehors. Vous développez, Jean Bollack, la notion de story, de fable, contre justement le mythe qui a un peu gangréné la notion de tragédie. Vous avez dit tout à l'heure que votre travail était un travail de déchiffrement pour essayer de faire comme si vous accompagniez l'auteur au moment même où il écrivait. Je suis frappée de voir à quel point ces tragédies grecques nous frappent en plein cœur. Elles sont donc encore aujourd'hui contemporaines. Pouvez-vous nous expliquer quelle définition vous donneriez de ce mot tragédie et pourquoi, à votre avis, demeure-t-elle encore aujourd'hui aussi proche de nous? Alors d'abord, il faut savoir ce que c'est. Une tragédie a une forme esthétique. C'est un théâtre de parole, mais c'est aussi un théâtre chanté, accompagné de musique, partiellement dansé. Et donc, ce que Richard Wagner, ou comme ça, a voulu restituer, le fameux Gesamtkunstwerk, donc l'œuvre d'art totale, embrassant en effet tous ces domaines, eh bien, je peux le réduire. La musique, nous ne l'avons plus. La danse, évidemment, non plus. Alors, mais on a les chants. Et alors, il y a déjà, quand on dit en tragédie, cette dualité, c'est-à-dire de scènes parlées et de scènes chantées, qui sont à part. Et qui n'ont pas été, même, disons, scéniquement, ce sont des parties qui n'ont pas été produites de la même manière, disons, théâtralement. Alors, il y a cette dualité qui, en vérité, est une vérité de l'action, d'un côté, et de la compréhension de cette action, du commentaire, de la réflexion de l'autre.
Et c'est assez intéressant aussi ce que les chants de chœur qui, dans la représentation là, du philoctète, ne sont pas véritablement pris en considération. Je veux dire que ça, c'est simplement un choix, en effet, de mise en scène. Mais ce sont des parties séparées qui interrompent. C'est comme si, subitement, quelqu'un donc commentait ce qui vient d'être dit et joué. C'est ça, la tragédie. Donc, il y a cette... je pourrais lui donner, disons... cette vision, je pourrais construire la vision suivante, c'est-à-dire il y aurait un monde, il y a, disons, aux confins, aux quasi-confins de ce monde, dans tout près d'une extériorité, et même du néant, il y a ces personnages qui sont lancés dans cette périphérie. Ça, ce sont les acteurs ou les protagonistes et... au fond, le tragique parlait. Donc la discussion, le débat, les affrontements se font comme ça à bord, n'est-ce pas, en marge de cette chute possible. Ça, c'est la périphérie. Et au centre, il y a quelque chose qui est toute la tradition culturelle grecque, disons, d'Athènes, qui... est en éveil, qui s'actualise pour commenter ce que dans ce délire, ces acteurs sont en train de faire. La deuxième chose, et donc il y a ces deux pôles, dont l'un est la sortie, cette sortie de l'univers ordinaire, quasi très risquée, quasi acrobatique. Et de l'autre côté, un recentrage, comme ça, c'est-à-dire que dans les chants de chœur, tout ce qui a jamais été, toute la tradition intellectuelle, les sentences, la sagesse, toute forme lyrique d'un chant de mariage jusqu'aux lamentations de deuil, tout ça est actualisé dans les chants de chœur qui resituent ce qui se passe. C'est une chose assez extraordinaire et que peut-être personne, tel que je le dis, je pense que c'est vraiment profondément juste. C'est-à-dire qu'il faudrait jouer la tragédie grecque, n'est-ce pas, dans la tension de ces deux pôles. Des trucs inouïs qui se font et on se demande, mais qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qui se passe? Et alors, l'originalité, par exemple, c'est une autre chose que j'ajoute, qui n'est pas moins importante, c'est qu'il y a cette forme globale que je vous dis, mais son incarnation, c'est-à-dire la création particulière, est chaque fois spécifique et différente. Il n'y a pas une tragédie qui réponde exactement à ce schéma que je viens d'esquisser, c'est-à-dire que on peut prendre, c'est toujours les grandes formes de l'art, l'esthétique, ont toujours ceci en commun, d'offrir à la fois un cadre et de l'adapter de façon toujours nouvelle. Et au fond, il n'y a pas alors... c'est chaque fois une chose à inventer, à réinventer. Les chants de chœur dans le philoctète, là, qui nous réunit, sont des dialogues, principalement sur les quatre chants principaux. Il y en a un qui est dans la tradition, mais les trois autres sont des dialogues, soit avec Néoptolème, soit avec Philoctète, entre le chœur pour la parole. La deuxième chose, la troisième, et la chose suivante, c'est que le chœur qui a ses intermèdes, qui sont plus que des intermèdes, mais en général voilà. Je tiens beaucoup à la reconstitution, non pas seulement de ce que nous savons et ce que l'histoire qui nous en sépare savait, ce que les gens savaient des pièces, mais ce que l'auteur qui les a écrites avait comme horizon. Et l'une des choses, disons, non moins décisives, c'est cela. C'est-à-dire de reconstituer, lié à l'acte créateur,
l'univers, l'horizon dans lequel ça a été fait, c'est-à-dire le regard que lui-même avait pu porter sur les auteurs antérieurs. Et c'est tellement extraordinaire ça qu'on est en partie, ou souvent, capable de reconstituer ce à quoi on se réfère lors même que cette chose nous est inconnue. Tellement on voit que ça en est la réplique, la transformation ou la modification. Alors là, qu'est-ce qui prime? C'est quelque chose d'intellectuel. Tout ce que je fais, tout ce que je vous dis, est un effort, disons, presque désespéré, je veux dire, de trouver, disons, une intellectualisation adaptée à la chose. Une définition, disons, intellectuelle. Vous avez dit tout à l'heure, Jean Bollack, qu'il se passait des choses absolument incroyables pendant le moment de la tragédie. Est-ce que vous pouvez nous restituer dans quel climat, dans quel lieu et pour quelles raisons existaient ces tragédies? Est-ce qu'elles avaient des vertus thérapeutiques? Est-ce que c'était aussi, et c'est très présent d'ailleurs sur le plateau de Philoctète, dans la mise en scène de Schiaretti, est-ce que c'était une sorte de flirt avec les dieux aussi? Est-ce qu'il y avait des vertus particulières à la profération de ces textes? C'est une question capitale, mais difficile. Ça, j'y répondrai moins facilement parce qu'il y a eu, sous les tyrans, les Pisistrates, qui ont donc régné à Athènes avant le siècle de la tragédie, il y a eu la création de cette forme d'art, qui était une transposition précisément d'un passé culturel sur la scène, ou disons une transformation. En gros, je veux dire, Homère, c'était 2 ou 3 siècles avant. Et il y avait des spécialistes de la récitation, qu'on appelait les aèdes, puis ensuite aussi, ou en partie, c'est la même fonction, les rhapsodes, qui étaient à la fois les aèdes, les créateurs de cette immense tradition, de l'épopée, mais ils étaient aussi ensuite, ils ont répandu cela, donc ils étaient les récitants, les spécialistes, les connaisseurs, qui ont transmis ça. Et qui alors, ça c'est un premier mouvement qui précède la tragédie et qui a créé l'unité culturelle de la Grèce. Le fait que ces poèmes ont été récités partout. Donc c'est quelque chose, c'est un mouvement assez unique, panhellénique, donc de vaste acculturation grâce à ces poèmes, à cette tradition d'Homère, mais aussi d'Hésiode, etc. Alors au VIe siècle, donc avant la tragédie, mais au moment où, sous les Pisistratides, la tragédie va être créée, ça a été transféré par une actualisation de la parole différente. C'est-à-dire qu'il y avait cette référence, aussi, disons, toute la tradition de la poésie lyrique, peu de prose. La poésie est beaucoup plus ancienne. Et a été transférée en actes, dans une forme d'actualisation qui impliquait le débat. Alors je ne peux pas faire beaucoup mieux que de dire que ça a été privilégié, c'est-à-dire on a créé une cellule ou des formes, bien avant donc Échille, à partir desquelles la tragédie a pu se développer. Et ensuite, en un deuxième temps, puis je reprends là ce que je vous ai dit sur cette divergence et cette dualité entre le cœur et les acteurs, entre la réflexion, n'est-ce pas, et l'aventure. Eh bien, tout se passe toujours dans le domaine de la parole, je veux dire. Et alors, dans cette... pour reprendre cette dualité, tous les thèmes traditionnels, qui n'étaient pas seulement ceux d'Homère, mais ceux que les aèdes, auteurs, n'est-ce pas, de l'épopée avaient connus,
tout ce passé a été actualisé. Il n'y a pas, sauf exception, il n'y a pas une tragédie qui ne se réfère pas, même Philoctète, disons, à des histoires connues par les Aèdes qui ont vécu des siècles auparavant. Et dont on a fait quelque chose de actuel, sûrement dans des conditions politiques différentes. Je pense que ce n'est pas... il n'est pas exclu, je veux dire, ce n'est pas je ne m'aventure pas trop en disant que c'est lié à la démocratisation. Le fait qu'on ait pu réunir des milliers et des milliers de gens pour leur montrer ça, c'est-à-dire que c'était un autre accès que la récitation des poèmes qui s'était beaucoup plus, et encore, c'est plus vrai encore pour la lyrique chorale, qui s'était accomplie dans des milieux aristocratiques, des gens privilégiés. Et sur commande. Alors que là, la tragédie est une forme qui se développe, qui, grâce précisément à cette évolution politique des cités. Et où il y a, alors vous voyez, j'opère toujours par opposition, il y a par rapport à toutes ces manifestations de cours, exclusives, disons pas proprement aristocratiques, il y a tout à fait autre chose, une nouvelle condition de production artistique qui intéresse, non pas les foules, il ne faut pas parler de ça, mais quand même un très vaste public. Et ça non plus, je veux dire, de la même manière que je ne peux pas entièrement expliquer la Genèse au VIe siècle, je ne peux pas non plus vous dire comment est-ce que ce public a pu se constituer. Il était extrêmement... j'ai lu ça, je veux dire, ça a été étudié. Il y a une grande partie du public qui était compétent, c'est-à-dire qui savait lire en connaissant le répertoire, en lisant précisément les textes. Les textes circulaient aussi parce que les choreutes, ceux qui ils étaient une quinzaine ou comme ça dans un chœur, faisaient partie des familles de la cité. Donc, même avant l'existence de librairies, ça commence à la même époque, ces textes circulaient. Et donc, il y avait une grande partie de cet immense auditoire qui était suffisamment cultivé pour pouvoir suivre et apprécier. Sinon, ce n'est pas pensable. Des textes aussi difficiles, intéressant un public aussi large. Voilà ce que je peux dire. Oui, mais justement, c'est une très grande question, Jean Bollack. Vous privilégiez, vous mettez en avant dans votre recherche ce que vous nommez le non-su. Vous nous avez dit tout à l'heure que tout votre travail depuis la Libération, c'était justement de désencombrer les textes pour arriver à essayer de trouver la manière dont les auteurs grecs écrivaient. Vous avez publié un livre très important qui s'intitule La Grèce de personne et un autre livre qui s'intitule aussi La naissance d'Œdipe. Donc, la Grèce de personne, ça veut dire que personne ne peut se l'approprier. Voilà, ça appartient à tout le monde. Et justement, puisque tout le monde est ému par la tragédie par essence, et que ce n'est pas un mythe, puisque vous dites que ce sont justement, qu'il faut en revenir toujours à l'histoire, pourquoi ça nous touche tant? Est-ce que c'est le non-su à l'intérieur de nous qui advient sur le plateau du théâtre? Est-ce que c'est un cheminement auquel nous sommes invités à participer pendant que la tragédie se déroule? Pourquoi ça se passe à la fois collectivement, comme vous venez de le rappeler, depuis le temps de la Grèce ancienne jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que c'est le non-su à l'intérieur de nous qui chemine pendant ce temps de la représentation? Est-ce qu'il advient quelque chose d'intérieur qui éclot à la fin de la représentation? Qu'est-ce qui se passe exactement dans cette forme particulière de théâtre qu'est la tragédie? Qu'est-ce qui se passe? Ça a été beaucoup étudié au sujet de la purification, de ce qu'on appelle la catharsis, c'est-à-dire quand on se dit les spectateurs étaient n'étaient plus les mêmes après. Non, c'est-à-dire que ça, c'est la cure. Évidemment, je veux dire, pour prendre l'exemple de Sigmund Freud, lui, il pensait que lorsqu'il commençait à découvrir, disons,
les notions de base. Eh bien, j'ai décrit ça dans le livre La naissance d'Édipe, où il y a un chapitre consacré à toutes les pages où Freud parle d'Édipe roi. Alors lui pensait en effet que le spectateur avait porté en lui le souvenir, une mémoire collective de l'inceste et du parricide. Je ne le pense pas, mais je veux dire, c'est comme ça que il y a toujours eu cette interrogation de Laura Adler, qu'est-ce qui se passe, disons, dans la conscience et de quelle forme, de quelle nature est la participation. De quelle nature est la participation qui est une forme d'identification. On ne peut pas dépasser de beaucoup ça. C'est lié évidemment à la question de la difficulté. Si je dis il y a le mythe, mais qui n'est qu'une tradition, et que les auteurs prennent comme un prétexte, comme un motif, une motivation dans leur invention, et qu'ils peuvent modifier de façon variée. Pas entièrement, parce que naturellement, s'il y a parricide, il restera toujours parricide. Mais je veux dire, nous ne pouvons pas comparer. On a une trentaine de tragédies, et il y a un sujet pour lequel nous avons deux auteurs, l'Électre de Sophocle et l'Électre d'Euripide. Les deux Électres. J'ai un chapitre précisément dans la Grèce de personnes là-dessus. Mais ça serait évidemment intéressant. Philoctète, on sait qu'on peut un peu reconstituer, puisque au sujet de Philoctète, laissez-moi juste pendant une minute vous donner une indication très importante. C'est Philoctète qui est joué. Sophocle l'a écrit, il était à un âge avancé, plus de 90 ans. Et c'est très tard. La tragédie s'arrête plus ou moins avec la fin de la guerre du Péloponnèse et la chute d'Athènes autour de 399. C'est la fin du 5e siècle. 308. Voilà. Il y a eu un Philoctète 30 ans avant d'Euripide. Il y a eu un Philoctète 60 ans ou 50 ans avant d'Échille. Et que nous n'avons pas, mais que nous pouvons en partie, disons, reconstituer par des résumés ou des citations dans les auteurs anciens. Vous savez, la connaissance de l'Antiquité, ce n'est pas seulement les textes, c'est aussi énormément de l'intertexte. Et le travail qui a été fait depuis le XVIIIe siècle pour nous reconstituer son monde comme si c'était le nôtre est immense, il est incommensurable. Quelqu'un qui ne l'a pas pratiqué ne peut pas se l'imaginer. On a essayé vraiment dans tous les domaines de savoir, comme je dis, c'est comme si c'était un deuxième monde. Et ça c'est juste une parenthèse que je fais, mais qui est capitale. Un deuxième monde et qui a pris cette importance parce qu'il n'était pas religieux. C'est-à-dire à côté du christianisme, disons, ou des traditions religieuses qui donc étaient prédominantes dans ces siècles, il y avait un autre univers entièrement laïque et libre. Et c'est dans les pays protestants, surtout comme l'Angleterre et l'Allemagne, disons, la philologie est en grande partie beaucoup plus, disons, a été beaucoup plus développée, beaucoup plus poussée dans les pays de tradition protestante que dans les pays catholiques. Mais c'était un deuxième univers qui n'était pas celui dans lequel on vivait et qui n'était pas religieux. Avec cette importance, en effet, de la mythologie et des mythes. Maintenant, je disais que les auteurs ont refaçonné tout ce passé dans les tragédies, avec énormément de liberté. Et ce qui compte, je rejoins l'intellectualisation, c'est évidemment de saisir le problème. Par exemple, ça serait intéressant d'en parler, que voulait-il Sophocle montrer avec Philoctète? C'est pas seulement une story.
C'est pas seulement une histoire. C'est un problème. Et une problématisation, quelque chose qui met en question des représentations. Et que le public pouvait reprendre et avec lesquelles il pouvait vivre pendant sans doute longtemps. Je veux dire que il n'y a pas que ce qui se passe sur scène. Il y a aussi une démonstration. On pourrait en parler de ça. Ben parlons-en, justement, parce que vous dites à l'intérieur de tout votre travail que plus vous évoluez, plus vous apprenez à lire, plus vous faites attention à des choses qui finalement vous paraissaient assez secondaires. Par exemple, les ruptures, le thème des ruptures à l'intérieur des textes de l'Antiquité. Et plus aussi, j'ai l'impression que vous acheminez, Jean Bollack, vers une idée de la traduction comme quelque chose de décryptage, donc quelque chose finalement de quasiment initiatique. Alors, il y a deux. Vous me posez, dans ce que vous dites, je retiens de ce que vous dites deux aspects. Alors, pour ce qui est de la traduction, il y a un travail de lecture, de déchiffrement, c'est-à-dire j'en ai assez parlé, puis vous aussi, qui conduit à une compréhension différente. Et ensuite, il faut la dire en français. Et entre le grec que l'on lit, comme on lirait une autre langue, mais là il s'agit du grec ancien, et donc les connaissances qu'on acquiert, et le début de la traduction, il y a un fossé, une espèce de degré zéro. On est obligé, on ne peut pas, alors on s'éloigne de toutes les traductions existantes. Alors, ça, c'est la particularité de ce que nous faisons, Mayotte, ma femme et moi. On a commencé, donc, ici, en effet, dans cette salle, a été jouée la première pièce que nous ayons traduite. J'ai commencé à travailler sur la tragédie dans les années 70. Et le plus grand commentaire que j'ai publié, que je ne pourrai jamais dépasser, est celui d'Édipe Roi. Et ensuite, ou même pendant, là, il y a une expérience extraordinaire, c'est-à-dire qu'au moment même où nous avons traduit Édipe Roi, on a découvert qu'une compréhension que j'avais ne marchait pas, parce que la traduction encore nous apprenait à aller plus loin. Par exemple ? C'était un instrument, ça porte principalement sur la syntaxe. Sans syntaxe, on ne peut pas. C'est-à-dire que la manière dont les périodes sont agencées, souvent sur 8 ou 10 vers, c'est au fond une syntaxe, c'est quelque chose qui a une force extraordinaire. C'est-à-dire qu'on peut dire, c'est ça. Voilà la pensée, voilà l'argumentation, et qui prend telle forme. Et voilà. Et alors, maintenant, je réponds à ce que vous dites. Alors, ça n'a rien d'initiatique, mais c'est pas tout à fait faux ce que vous dites, puisqu'on passe par quelque chose qui est un nouveau début. C'est comme si personne ne l'avait jamais traduit. Sinon, on est déjà prisonnier, et puis on est déjà prisonnier de représentations existantes et qui sont traditionnelles et qui ont leur propre horizon, quoi, dont on se détache. Ce que vous avez appelé rupture, c'est en effet ça. Et alors il faut le dire en français. Et alors on peut se demander comment on fait, comment est-ce qu'on fait. Du coup c'est intéressant, nous avons maintenant traduit pas mal, je veux dire, dans la collection des éditions de Minuit, on en est à 9 je crois, et jusqu'à un certain moment, maintenant on est trop âgé pour attendre, mais maintenant on a toujours traduit en vue d'une représentation théâtrale, soit avec un tel ou un autre metteur en scène, qui nous l'avait demandé, qui nous a demandé. Et on a commencé la traduction avec la distribution avec la distribution même. Pour montrer c'est un problème qui m'intéresse énormément, disons, dans cette salle,
d'évoquer, quelle est la relation entre ce travail sur le texte et le travail théâtral proprement scénique et de mise en scène. C'est un des problèmes qui me préoccupe, qui m'intéresse le plus. C'est de savoir, parce que ce à quoi on aspire avec tout ce que je vous ai dit, c'est dans une traduction, c'est de conserver la plénitude. De ne pas aller vers le public, mais de montrer au public ce que c'est, dans l'idée que ça marche, et que le public saisit, sans que, au fond, il y a ces deux mouvements. Il y a toujours ces deux mouvements. On ne peut pas, c'est évident, le metteur en scène, il est dans cette situation. De se demander ce qu'il faut faire pour aller, disons, pour être conforme à certaines attentes qui existent dans le public. Et d'un autre côté, il y a la défense que nous prenons de cette œuvre créée par un auteur. Et on s'est dit, il y a une manière, mais ça c'est un problème culturel que nous posons, une vision profondément culturelle qui implique donc énormément de problèmes. Est-ce qu'on peut, dans quelle mesure est-ce qu'on peut le faire? Et le fait que nous soyons arrivés à le faire dans certaines... Mais elles sont exceptionnelles. On est arrivé à le faire depuis 25 ans que nous traduisons et que nous faisons ça, dans pas mal de cas, avec parfois vraiment beaucoup de retentissement. Mais c'est relativement exceptionnel. Parce que, alors, évidemment, nous se disons, voilà la chose et voilà comment on peut la dire et la faire passer en français. En pensant que ça marche. Et alors, pour ce qui est de la traduction, pour ce qui est de la langue, pour que c'est difficile. Ça serait, disons, on pourrait en parler longtemps. Parce que on ne veut ni quelque chose d'académique, ni on évite aussi aller vers, disons, trop vers le familier pour garder, disons, une certaine hauteur de style. Et en même temps, c'est très difficile ça. C'est-à-dire que la traduction aussi, elle doit être... elle a besoin encore de répondre à une autre conformité, c'est-à-dire on exclut à la fois, disons, d'abord les vulgarismes, mais aussi même une certaine forme de simplicité si elle n'est pas adéquate. Et d'un autre côté, parce que il faut conserver évidemment la hauteur de style. Et en même temps, il ne faut pas qu'il y ait n'est-ce pas, tout ce qu'on évite, la boursouflure, l'académisme, l'archaïsme. Mais rien en fait n'est proprement exclu. Là. C'est un travail propre et qui demande beaucoup d'entraînement, d'invention. C'est évidemment la condition essentielle. Je veux dire, le fait... Dans tout ce que j'ai fait, dans toute mon activité, c'était un peu un pas décisif. Et c'est intéressant parce qu'il y a 30 ans, peut-être, Pierre Bourdieu, avec qui je travaillais beaucoup, il m'a dit, si vous voulez vraiment montrer ce que vous faites dans les textes, vous ne pouvez le démontrer que sur la scène. Et au fond, c'est bien après que je m'en suis rendu compte aussi, et c'est peut-être une des raisons, c'est pas la première, il y avait d'abord l'intérêt pour l'Orestie ou l'Agamemnon de l'Orestie, c'est très très difficile. Je veux dire que on a fait avec Pierre Chaudet-Lacombe un travail gigantesque, n'est-ce pas? Au fond, chaque phrase devait être rendue transparente, et transparente, ça ne signifie pas simplifier, mais conserver dans sa complexité. Parce que c'est la condition de l'art. Et voilà ce que je pouvais déjà vous dire. Je voudrais vous poser une dernière question, Jean Bollack, avant de demander à Gérald de monter sur le plateau. Vous dites, et je crois que c'est ce que vous faites depuis tant d'années, que c'est très très difficile d'essayer de restituer l'essence même du texte
de ces tragédies, que quelquefois vous pouvez passer des heures et des heures sur une seule phrase, et que ce travail de respiration du texte, de désencombrement de tout ce qui a été mis sur ces textes, nous arrive peut-être justement dans vos traductions plus particulièrement, c'est peut-être pour cela qu'elles nous touchent. Il y a aussi un élément qui nous touche beaucoup, spectateurs d'aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que sur le plateau, pendant la tragédie, des héros ou des personnes qui ne sont pas des héros ont des destins qui ne sont pas forcément sus par eux-mêmes, mais que le spectateur peut deviner. Donc je voulais vous demander comment vous caractériseriez cette notion de destin dans la tragédie antique. Oui. Et ce qui nous fera le lien avec Philoctète, justement. Est-ce que le personnage, le héros, il connaît son destin ou est-ce qu'il ne le connaît pas? Est-ce que c'est seulement les spectateurs qui connaissent le destin du héros? Oui, en partie, je dirais, c'est délicat parce que c'est double, c'est-à-dire que naturellement, disons, les héros, n'est-ce pas, que nous entendons, ont une idée de leur destin. Mais comme ils se trompent, il y en a deux. Alors, je vais vous dire deux choses qui sont aussi maintenant, disons, adaptées, qu'on peut approcher du Philoctète, peut-être vous n'y songeriez pas. Alors pourquoi Philoctète est-il dans cette situation? Dans cette île où il est abandonné, donc, comme un Robinson Crusoe, avec son arc, et sa solitude, son abandon, voilà. Et alors, à propos de destin, Néoptolème lui dit, c'est ton destin, ça c'est les dieux qui l'ont voulu. Alors si je vous reconstitue, disons, les conditions premières, alors chez Sophocle, je vais vous dire aussi, ça c'est une parenthèse, mais elle est capitale, je veux dire que on dit Échille, Sophocle, Euripide, il y a une immense différence. Et une des grandes différences, c'est l'épiphanie d'Euripide, c'est-à-dire le moment où il est arrivé. Il a tout changé. Et donc il y a deux tragédies, il y en a déjà un regard. Bon. Lorsque Sophocle, c'était autour de 440-430, Échille était mort depuis un certain temps. Il y a cette merveilleuse comédie d'Aristophane, Les Grenouilles, où précisément l'auteur comique les met en concurrence, non, Échille et Euripide. Mais cette lutte esthétique, littéraire, entre, c'est extraordinaire de faire une comédie rien que sur un conflit comme ça. Non, moi je dis comme ça, plus comme ça. Ça mais c'était Euripide. Or, Philoctète, qui est presque contemporain de la fin de la vie d'Euripide, donc Sophocle était très très âgé, eh bien, est influencé par Euripide. Le fait qu'il y ait ce Deus ex machina Héraclès à la fin, c'est de l'Euripide, à la Sophocle. Ou bien les revirements. Euripide en était maître, je veux dire que ce sont des intrigues infiniment plus libres et plus éloignées du mythe. Je dirais, ça aussi c'est dans cette même parenthèse, c'est qu'Euripide a inventé le théâtre tel qu'il s'est développé ensuite ultérieurement. Sans Euripide, il n'y aurait pas eu ni Shakespeare ni Molière. C'est un aboutissement de la tragédie. Vous voyez, il y a plusieurs éléments, plusieurs couches comme ça qui se superposent et qui se croisent dans ce que nous appelons tragédie grecque, mais il y a aussi le théâtre pur. Et il y a de ça dans Philoctète. C'est intéressant, c'est pour ça que les gens ne l'ont pas tellement joué, parce que c'était pour eux pas une tragédie. Alors, voilà. Alors, d'abord, il y a ça. Il y a ce que... maintenant, je vais vous raconter le destin, ce que c'est. Je vais répondre
Donc pour clore cette première partie, ce qu'on peut dire du destin. Néoptolème lui dit, je le sais, hein, c'est un personnage, disons, d'une invention très extraordinaire, ce Néoptolème. Au fond, il est entre les deux intérêts opposés. Mais en même temps, il est lui-même. Il est l'un et l'autre, mais il est aussi lui-même. Et alors il dit, dans un de ces dialogues que je disais des chants de chœur, il dit qu'il croit savoir. Et ce qu'il croit, pourquoi les dieux l'ont fait. Alors il fallait que la guerre dure 10 ans, à Troie. Et donc il y avait une idée de Zeus, prêtée à Zeus, au dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Que ce Philoctète se sépare avec son bateau de la flotte et aborde dans une toute petite île qui s'appelle Chrysé. Il y a 3 passages dans la pièce qui en parlent. Et c'est que Sophocle, il a toujours une origine qui détermine le cours des choses, et donc le destin. Et il y a aussi une finalité, un oracle qui dit « il se passera ceci ». Alors maintenant, je vous parle de cette origine. Alors il accoste. Alors il y a une île, cette île de Chrysé, qui est peut-être dans l'invention même de Sophocle, je veux dire quelque chose, un îlot, quelque chose de tout petit. Et dans cette île, il y a un sanctuaire ou quelque chose avec une déesse ou une nymphe. On ne sait même pas si c'est vraiment ça pourrait être une femme, quelque chose de... mais c'était peut-être une statue. Et cet être cruel, quelque chose de monstrueux qui l'attire, était en relation immédiate avec un animal qu'on appelle serpent, ou aussi bien on pourrait dire dragon. Et elle, la femme, est dans l'éclat, dans toute la splendeur, et donc dans l'attirance. Et l'autre, le dragon ou le serpent, il est dans la terre. Donc on est entre l'apparence et l'enfouissement. Alors, ce pauvre Philoctète, il est attiré, il y va, et déjà il est mordu. Et alors c'est très beau dans le texte, parce qu'il y a cette femme qui n'a pas de voile, et d'un autre côté, il y a son alter ego, je veux dire bestial, qui est caché. Alors, c'est ça son pied, malade. Et alors, quand il revient avec son bateau pour rejoindre la flotte, on est à Lemnos, là où il le laisse, où il est abandonné. Alors il y a une histoire qui crée un destin et qui au fond est une volonté de Zeus pour qui, dans la tradition épique, les guerres de Troie servaient principalement à diminuer le nombre d'hommes. Comme les guerres. C'est la quintessence d'une guerre. Et alors ce pauvre Philoctète, il est pris là pour que ça se réalise dans ces conditions. Maintenant, si vous prenez la finalité, et toujours le destin, ils n'ont aucune liberté. Vous voyez, je suis très libre de répondre bien à la question de Laura Adler sur le destin, dans le cas de Philoctète, parce que ça finit, la pièce se termine par le triomphe de la négation, c'est-à-dire le Philoctète qui veut rentrer chez lui. Et finalement, Néoptolème consent. Alors, c'est fini, c'est joué. Et à ce moment-là, il y a ce Deus ex machina, disons à la Euripide, que je vous ai dit, Héraclès qui arrive. Alors on peut se demander quelle est la signification. Et vous voyez, on rejoint là la réflexion sur une mise en scène possible. Évidemment, c'est du faux, c'est de la pure convention.
Si je reste dans la logique du débat, ça finit comme ça. Mais ça ne peut pas finir comme ça, parce que ce n'est pas le destin de... Non, c'est Ulysse qui a raison. Alors on fait venir, on crée quelque chose de purement fictif. On superpose une fin à une autre. La pièce, c'est terminé contre la vie d'Ulysse et l'intérêt des Grecs et la communauté. Mais il y a la volonté de Zeus aussi de la démolition de Troie. Et tout ça est prescrit, comme je vous l'ai dit, du destin, c'est-à-dire que tout va s'accomplir dans les limites d'une constellation entièrement pensée. Alors les héros, comme vous vous dites, sont obligés de se débattre avec dans le cadre de ces données. J'appelle Gérald, qui doit être quelque part dans la salle. La discussion va pouvoir continuer avec Gérald. Donc Gérald, qui est le dramaturge de cette pièce qui est mise en scène par Christian Scaretti, d'après des variations de Jean-Pierre Siméon. Alors voilà, moi je suis très contente que des jeunes comme Gérald puissent prendre la relève de gens qui sont restés très jeunes grâce à leur fréquentation des textes de l'Antiquité. Je veux parler de Jean, mais je trouve ça formidable comme ça, cette espèce de transmission de génération. Donc, pourquoi un si jeune homme s'est-il intéressé à un si vieux texte ? Tout dépend dans quel sens on regarde la chronologie, puisque si on part du début, on constate que ce sont les textes anciens qui sont jeunes, et nous qui sommes vieux par rapport à l'histoire du monde. Donc, à cet égard, par un renversement, c'est un simple retour à l'origine, à l'enfance du théâtre, à sa source. Et je suis extrêmement content qu'on ait cette occasion accidentelle de commencer par la question du texte grec, du texte ancien, de son interprétation, de son déchiffrage, de son décryptage. Puisque quand nous avons envisagé de réfléchir au héros, il fallait bien sûr partir de ce héros-là. Et comme le disait Olivier Pi tout à l'heure, que ce soit ici à l'Odéon ou au TNP, l'idée est de partir d'un grand texte et d'en comprendre des problèmes essentiels, ou plutôt d'en poser des problèmes essentiels, et de les déployer avec leur résonance. Évidemment, à propos de Philoctète, c'est le problème du héros, puisque l'héroïsme est vraiment un problème dans cette pièce, et qu'on va donc décliner en 4 étapes, comme vous l'avez vu, et j'en profite pour faire juste un aperçu sur le geste général. Et aujourd'hui, nous permet donc de parler de ce héros antique, et de la manière dont il se problématise dans cette pièce étrange qui est Philoctète. Et puis, les 3 moments suivants vont examiner au fil du temps et au fil de l'évolution du héros cet enjeu. Comme vous le savez sans doute, donc lundi, ici, nous aurons l'occasion de réfléchir à la notion de l'humanité du héros, et donc dans quelle mesure héroïsme, divinité et humanité s'articulent, et une métamorphose déjà de l'héroïsme avec Régis Debray, Laurent Terzieff et Jean-Pierre Siméon, ici à 19h. Le lendemain, nous poursuivrons cette transformation de l'héroïsme pour nous demander si les héros sont morts, y a-t-il fin des héros, ou une transformation de l'héroïsme, notamment au XXe siècle, après la catastrophe, et après, vous savez que Hugo Pratt, donc le créateur de Corto Maltese, ce héros aventurier de la première partie du siècle, dit que Corto Maltese est mort avec la dernière balle de la guerre d'Espagne. Pour lui, l'héroïsme meurt à ce moment-là, et après commence la guerre industrielle à outrance, et donc y a-t-il encore des héros ? Alors oui, il y a des héros qui sont des résistants, et c'est pour ça que nous avions pensé à un résistant, mais justement c'est déjà une transformation de la nature de l'héroïsme assez radicale. Donc ce sera le 3e temps, et le dernier temps sera évidemment consacré à la question du rapport entre héros et imaginaire, puisque peut-il y avoir un héros sans un récit sur le héros ? Peut-il y avoir sans l'aide que vous mentionnez,
cette existence du héros. Tout héros n'est-il pas construction imaginaire, reconstruction, et n'est-il pas le récit? Et si les héros font l'histoire, est-ce que ce ne sont pas les poètes qui font les héros? Et donc, c'est cette question-là à laquelle nous arriverons, le héros imaginaire, avec Alain Finkielkraut, qui, comme vous le savez, vient de publier un ouvrage, Le cœur intelligent, sur ces figures littéraires qui ont cette résonance, et puis Thomas Pavel, qui réfléchit à la question de la fiction. Et je m'aperçois que je ne t'ai pas mentionné que autour de la fin du héros et de l'héroïsme, ce sera avec Tsvetan Todorov, Jean-Marie Apostolides et Myriam Revaud-Dallon que nous évoquerons ce basculement au confluent de la sociologie, de l'histoire et de la philosophie. Donc ça, c'est pour le geste général qui s'ancrait aujourd'hui, initialement avec la question « les héros font-ils l'histoire ?» mais à vrai dire, c'est très bien de pouvoir partir du problème qui est posé par Philoctète. Parce que Philoctète, et je suis tout à fait d'accord avec vous, est un problème. C'est un problème à de très nombreux égards. Vous dites d'ailleurs dans Parménide de l'étang au monde que l'un des enjeux de cette philosophie, c'est de concilier les inconciliables. Et il me semble que c'est exactement l'un des enjeux de Philoctète, c'est-à-dire cette espèce d'articulation intenable, à la limite de la disparition du héros et de l'héroïsme, qui coïncide avec le moment où effectivement la tragédie va s'arrêter. C'est la dernière des tragédies. Euripide et Sophocle meurent la même année, en 406. La guerre du Péloponnèse va s'achever, c'est la décadence d'Athènes, et c'est la fin de tout un âge, qui est le grand âge à la fois héroïque, tragique, et c'est ce naufrage-là qu'on voit. Et il est vrai que ce qui a intéressé Christian Scarretti dans cette reprise du Philoctète, qu'il avait déjà représenté par 2 fois, dont une fois ici, c'est cette énigme, ce caractère énigmatique. Et quand on a déjà travaillé sur Coriolan ou sur Par-dessus bord, ce qui nous a intéressé, c'est la notion de problème, exactement. C'est-à-dire que mettre en scène, c'est mettre en question. C'est poser un problème à la limite de l'insoluble. Et effectivement, Philoctète est bien représentatif de ce problème. Alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est la dernière pièce de Sophocle. Il y a quelque chose dans les dernières pièces qui est de l'ordre du geste d'adieu. Si vous regardez La Tempête, par exemple, Prospero et son île, si vous regardez le malade, l'île, évidemment, bien sûr, l'île, le malade imaginaire et la mort de Molière dans une quinte de toux et un éclat de rire en même temps, et il avait inséré ces quintes de toux pour pouvoir, dans son personnage, pour pouvoir les faire sur scène. Si vous voyez La Cerisette de Tchekhov, on vend la maison, on jette les clés, on brade, on solde, on détruit, et c'est ce que montrait la magnifique mise en scène d'Alain Françon la saison dernière. Donc, Philoctète, dernière pièce de Sophocle, cet homme, tu le disais, lors de 90 ans, qui dit, eh bien maintenant, j'ai vécu dans le refus, et je dis maintenant adieu à mon île, à ce qui a été mon île, autrement dit à ma vie. Donc, geste d'adieu, et cette dernière pièce, elle a été en effet un problème, et elle a été un problème, plutôt un non-lieu, on pourrait dire. Par exemple, vous parliez de Hegel. Qu'est-ce qui peut intéresser Hegel dans cette pièce où il n'y a, semble-t-il, ni héros ni histoire? Or, pour Hegel, ce qui l'intéresse, c'est à la fois l'histoire et les héros qui font l'histoire, ou plutôt les grands hommes, puisque c'est ce concept-là qui, pour Hegel, permet de comprendre la marche de l'histoire, et les grands hommes étant simplement une ruse de la raison, comme vous savez. Donc, une pièce sans héros, sans histoire, qui piétine, comme Philoctète sur son île, qui tourne en rond. D'ailleurs, on avait eu l'idée avec Christian de marquer dans le sol la trace des pas de Philoctète, montrer le cercle dont il ne sortait pas. Et on s'est dit que c'était un peu dommage pour Laurent Terzieff de le circonscrire comme ça. Mais ça a été une idée de montrer ce piétinement du héros. Voilà, cette espèce d'enfermement. Eh bien, de fait, Philoctète a été, vous le disiez, très très peu joué. Bon, alors, peut-être pour retracer la lignée, si on regarde 2 Philoctètes précédents, puisque cette version, tu le disais Laure, est une réécriture du Philoctète de Sophocle. C'est vraiment un texte de Jean-Pierre Siméon. C'est plus qu'une traduction, c'est une trahison comme toute traduction sans doute, même la plus scrupuleuse possible, mais en même temps, il y a vraiment un travail de relatif déplacement. Si on examine 2 Philoctètes antérieurs, le Philoctète de Gide, qui s'appelle Philoctète ou le traité des 3 vertus, qui est une sorte de dialogue philosophique et qui pourrait s'appeler, comme dans les dialogues de Platon, Néoptolème ou de la vertu. Comme on a, pour chaque pièce une qualité ou un problème, enfin chaque texte de Platon. Et l'intérêt, c'est de voir les variations, ce qui va nous permettre de cerner une partie du problème. Gide, qu'est-ce qui intéresse Gide? Gide, on aurait pu donc appeler la pièce de Gide Néoptolème ou la porte étroite. Parce que Néoptolème est vraiment celui qui porte la tragédie.
si vous avez vu la pièce, vous savez que l'enjeu, c'est de venir sur une île, arracher à un homme qu'on a relégué 10 ans plus tôt, de manière injuste, son seul bien, son arc, qui est à la fois un moyen de survie, le reste de sa dignité, une arme de défense, donc tout, autrement dit, de le faire par la trahison. Et cette tâche glorieuse est confiée comme première mission à un jeune homme, un éphèbe, et donc telle va être son entrée dans l'histoire des héros dont il rêve. D'où problème moral. Peut-il accepter cette entrée en matière et ce premier exploit? Vous savez qu'un héros est d'abord constitué par ses exploits. Il n'y a pas de héros en puissance, il n'y a que des héros en acte. Donc, Néoptolème est face à ce choix-là. Et c'est exactement ce qui intéresse Gide, c'est-à-dire l'oscillation permanente de Néoptolème entre la raison d'État, l'ordre des Grecs, comme ne cesse de le répéter Ulysse, les Grecs ont dit, nous avons besoin de cet arc, tous les moyens sont bons, la fin justifie les moyens, logique machiavélienne, voilà, il n'y a pas de morale et politique sont distincts. Eh bien, c'est justement la morale qui intéresse Gide. Et Néoptolème est pris dans cette espèce d'étau entre la raison d'État et entre la vertu, d'où Néoptolème ou la vertu, ce terme qui ne cesse de revenir. Et la manière dont Gide résout la chose, en s'écartant totalement du texte de Sophocle, c'est que Philoctète comprend toute la situation et il donne délibérément son arc aux Grecs, à Néoptolème et Ulysse, qui repartent. Et donc, on a une sorte de geste d'abnégation, de dépassement véritablement héroïque, et dans ce contexte, c'est vraiment Philoctète, le héros, qui, par ce geste de sacrifice, et au-delà de son ressentiment et de sa haine envers Ulysse, qu'il a abandonné sur cette île, fait le saut qualitatif, et il termine dans une image très nietzschéenne, et Gide, on voit, est à quelques années de ses lectures de Nietzsche, tel Zarathustra, sur une île qui n'est plus du tout chaude, mais qui est une île froide, comme l'air des hauteurs, et il regarde partir les bateaux grecs. Alors que la première fois, cette image qu'on entend, et que Laurence Terzieff fait très bien entendre, c'est j'ai vu les bateaux courir sur l'horizon, d'accord, j'ai vu les bateaux partir, et bien là, cette fois, il leur a demandé de partir. Ça, c'est une version, évidemment, un déplacement de Philoctète. Ça, c'est Gide. Plus tard, deuxième version, Heiner Müller, qui écrit son Philoctète, que Jean Jourdeuil, d'ailleurs, va représenter dans quelques temps. Et la coïncidence est plutôt stimulante. Heiner Müller nous propose un autre regard sur Philoctète. C'est plutôt Ulysse, arpenteur des ruines. Là, c'est un chant de haine, et la haine est universelle dans ce Philoctète-là, puisque Néoptolème déteste autant Philoctète que Ulysse, parce que Ulysse lui a volé les armes de son père. Donc, on n'est plus du tout dans le contexte humaniste, optimiste, où il faut, comme chez Gide, suivre sa pente, mais en montant. On est au contraire dans un champ de ruines où on va ruiner jusqu'aux ruines elles-mêmes. On va, y compris, détruire toutes les valeurs, patrie, honneur, tout est ruiné, et c'est Néoptolème lui-même qui va tuer Philoctète pour lui voler son arc. Donc vous voyez, on est dans un autre renversement, exactement inverse à celui de Gide. Aucun héros. Il n'y a pas de héros, et il n'y a pas de héros au moment où Heiner Müller écrit en Allemagne de l'Est. Il n'y a plus ni valeur, ni individu pour porter ou dépasser ces valeurs. On creuse, comme toujours chez Heiner Müller, on creuse des trous, on fait des constructions qu'on va ruiner. Donc ça, c'est le deuxième temps. Et le troisième, ce qui encore une fois va nous permettre de vraiment poser le problème et de l'articuler à l'enjeu de l'héroïsme, et de ça, j'aimerais bien qu'on parle de cet enjeu problématique, c'est la version de Jean-Pierre Siméon. Alors là, on est vraiment dans un Philoctète de la fin du XXe siècle. Un Philoctète qui a traversé Beckett, Camus, qui est à la fois une figure de la déchéance, et on a vraiment pensé à ça aussi avec Christian. Il y a une différence d'âge que vous voyez au plateau entre Johann Leysen qui paraît avoir 20 ans ou 30 ans de moins que Ulysse. Or, ils ont le même âge, normalement, chez Homère. Ils ont le même âge. C'est-à-dire que le temps a passé différemment pour Philoctète que pour Ulysse. Il a pris une génération de plus pendant ces 10 ans. Ce qui fait que vous avez sur le plateau les trois âges, un homme qui semble être le grand-père, Philoctète, le père adoptif, Ulysse, et ce que le père demande au fils de faire, c'est un crime, et puis le fils. Mais en réalité, on devrait avoir deux pères en termes générationnels. Donc, on a ici un homme qui est usé par la vie, et sa blessure est ontologique.
la morsure qu'il a au pied, comme lui dit Néoptolème, tu as fait un pas de trop, tu as transgressé. C'est littéralement la traduction, je parle sous votre contrôle. Transgression, c'est cela, faire un pas de trop. Eh bien, ce pas de trop, c'est en quelque sorte déjà l'existence. C'est déjà, même pas un péché, parce qu'on n'est pas dans une logique de la faute, mais c'est un mal essentiel. Ce mal essentiel, c'est ce qu'incarne Philoctète, c'est pour ça qu'on peut le rapprocher de Beckett, cette espèce de vacuité, d'inutilité, d'absurdité, de caractère cyclique et complètement vain de la blessure, puisque comme chez Tantale, comme chez Sisyphe, qui pousse au rocher à l'infini, Tantale dont les fruits s'écartent dès qu'il veut les prendre, toutes ces figures sont des figures de la répétition du mal et d'un apaisement temporaire, et systématiquement, le mal revient. Donc, un mal essentiel qui ne sera pas guéri, et vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a deux fins. La véritable fin, c'est qu'il serait censé rentrer chez lui, et on a ce Deus ex machina, plutôt ce demi-Deus, puisque Héraclès est un demi-dieu, et qui vient résoudre de manière totalement artificielle les choses. Donc ça, c'est ce personnage de Philoctète, quel type d'héroïsme est-il ? Alors, c'est pour ça que j'ai proposé comme interprétation que c'est un héros de la solitude, tout à fait paradoxal. Ce qu'il ne cesse de mettre en avant comme, disons, comme exploit, comme action illustre, c'est qu'il est seul. Il est seul envers et contre tout. Il sera désespérément seul, et il sera seul, y compris contre les dieux, contre les hommes, contre les dieux. Il n'y a rien d'autre que lui. Il ne cesse de la proclamer, c'est son titre de gloire, c'est même cette lettre de noblesse. Alors, c'est quand même assez problématique de définir un héros de cette sorte. Alors, peut-être c'est à ce propos qu'on pourrait dialoguer sur ce qui caractérise, selon vous, Philoctète, et comment on peut relier cela au désintérêt relatif qu'il a porté, et comment est-ce qu'on peut, dans son cas, parler d'héroïsme ? Je laisse Jean répondre, mais juste avant, vous m'excusez 2 secondes, il nous reste une demi-heure, donc si vous avez des questions à poser, c'est vraiment le moment. Merci, parce que je sais j'ai entendu, de les écrire, oui, il y a une jeune femme dans la salle là, qui peut vous donner des papiers, mais j'ai entendu des questions dans la salle très intéressantes, donc c'est vraiment le moment de nous les apporter, ces questions. Jean, voilà. Vous avez aimé ce spectacle ? On n'est pas obligé de... Oui, vous l'avez aimé. Vous avez aimé le spectacle ? C'est-à-dire que je dialogue avec le spectacle. Ouais. Oui. C'est-à-dire ? Qui a sa grandeur, non ? Je veux dire, voilà. Hein, c'est très intéressant ce que nous vivons, c'est-à-dire ce point sur lequel nous allons discuter est très important. Parce que vous avez, en rapprochant Beckett ou comme ça, vous avez cette idée de figure, non ? C'est-à-dire qu'il représente quelque chose et qu'on peut retraduire. Voilà. Permettez-moi de me faire quelques remarques. Il y a, évidemment, je défends évidemment mon point de vue. Et d'un autre côté, j'apprécie un autre. Vous comprenez ? C'est-à-dire, je ne peux pas sortir du dialogue, c'est-à-dire non, parce que j'aspire à la reconstitution d'une forme, non, qu'il a à dessein, non, et dans la logique de l'œuvre ne survit pas. Non. Par exemple, le spectacle qui est joué ici a une très grande continuité, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il y a une histoire qui se déroule avec des hommes qui viennent et qui repartent. Si je pars de la forme esthétique ancienne qui est présente dans Sophocle, c'est beaucoup plus compartimenté et divisé. C'est-à-dire qu'on créerait des moments, non, de dialogue, des moments de dialogue tout à fait particuliers. Ou parce que c'est une pièce qui porte sur la rhétorique, sur le mensonge, quelles sont les conséquences de ce mensonge, comment on s'en tire, et tout ça est magnifiquement montré au cours de cette pièce. C'est une de sa grandeur, si on ne la retraduit pas dans autre chose, c'est d'abord une analyse de la parole par rapport à l'action, de la rhétorique,
Qu'est-ce que c'est? Non, c'est-à-dire qu'il y a un univers de la rhétorique, ensuite il y a un mensonge qui est déterminé par la rhétorique, il y a un mensonge qui se retourne contre lui-même, puisque après avoir gagné et avoir donné l'impression de soutenir Philoctète, il est obligé de dire à Philoctète que c'est menti, donc dire la vérité, et donc de dire la vérité du mensonge. Et puis ensuite, il y a le double dialogue entre qui se développe. Alors moi, par exemple, si je créerais une dizaine au moins de ces espaces d'approfondissement dans le dialogue, n'est-ce pas, dans ce qu'est un théâtre de parole. La deuxième chose, vous voyez, c'est-à-dire que là, on est dans la forme esthétique. La forme esthétique que j'imagine pouvoir reconstituer, et puis donc ça laisse tout à fait Siméon libre de faire autre chose, non? C'est-à-dire d'écrire autre chose. Et je suis, évidemment, je défends ce que je fais, mais je défends aussi Sophocle. Nous l'avons très peu attaqué. Non, je veux dire, je défends Sophocle parce que il y a un problème que pose, vous voyez, je dirais. Je reprends un terme qui a été prononcé par Laure Adler et qui me paraît tout à fait essentiel, c'est l'inconciliable. Il y a dans chaque pièce de Sophocle une problématisation qui met en relief une antithèse, une opposition, une contradiction à laquelle on ne peut pas échapper. Ainsi, si je prends l'exemple le plus célèbre et puis disons le plus proche d'Antigone, Créon est parfaitement rationnel. Il défend une cause qui se défend parfaitement. Il y a un ennemi, je ne peux pas le traiter comme un ami. Et donc, il est un politicien qui fait la division. Et Antigone le refuse. Et elle le refuse, n'est-ce pas, au nom de quelque chose de très qui est profondément ancré dans, disons, je dirais, le corps des citoyens. Et à la fin, il y a l'un et l'autre point de vue, et Créon qui dit, mais c'est bête. Hein? C'est tout bête ce que j'ai fait de vouloir combattre ça. C'est-à-dire que l'inconciliable est mis en évidence. On pourrait même dire que toute la pièce n'a que cette finalité, que de montrer cette contradiction et qu'on ne peut pas la surmonter. Alors si maintenant j'ai parlé d'Antigone, je pourrais le faire pour Électre, je pourrais le faire pour Édipe, et maintenant je suis dans le Philoctète. Alors je me demande quelles sont les positions opposées. C'est que j'ai une rhétorique qui est donc communautaire au plus haut point, non? Il parle au nom de l'armée, il parle au nom de tout ce que vous voulez, de toutes les valeurs existantes, Ça c'est dans la rhétorique. Et puis il dit à la fin, il dit le contraire de ce qu'il a dit au début. Au début, il dit il n'y a que la parole qui compte et non pas l'action. Et tout est parole. Mais à la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il faut le prendre de force. Et donc il contredit sa propre position. Alors, je me demande, et ça c'est une question, et j'ai du mal, non parce que je peux, puisque j'ai une expérience, parler avec une certaine autorité, mais je la mets en question. Je ne veux pas l'avoir. Elle est plus que certaine, elle est une autorité certaine. Oui. Non, mais je ne veux pas l'avoir. Vous voyez, j'ai réfléchi, je me demande quelle est la contradiction, qu'est-ce qu'il y a de vraiment inconciliable. Alors je dirais, j'ai une réponse. Je dis que je vous propose de dire qu'il y a la rhétorique d'Ulysse qui, en effet, emploie tous les moyens et qui est dans le vrai, comme le montre Héraclès à la fin. C'est ça qui doit, non pas ce qui est décidé et qui doit se passer. Mais il y a une vérité contraire, qui est le mal, qui est l'individu, qui est la souffrance, qui est tout ce qui existe et qui ne peut pas se soumettre à cet impératif de la vérité collective. Et que Philoctète et Néoptolème, et alors dans leur dialogue d'un bout à l'autre, et défendent avec ardeur. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la maladie, il y a même la mort, il y a vous voyez, il y a tout ça. Il y a même
le pied peut-être est en relation même avec cette tentation, n'est-ce pas, qui lui a été, dans cette attirance dont j'ai parlé tout à l'heure, de criser dans son île, non? Tout ça, c'est du particulier, c'est la vérité, c'est de la vie vécue, qui n'est pas la logique de la victoire, n'est-ce pas, voilà. Une information. Paris a un arc, et il n'a que cela, et c'est mineur. Les guerriers n'ont pas... Le père de Néoptolème, il n'avait pas d'arc. Hein? Voilà. Il n'y a que Paris. Et tant que Paris a un arc, on ne peut pas gagner. Et donc il faut tuer... voilà, c'est toute la délégation des Troyens qui sont dans la pièce d'Euripide venus voir Philoctète. Voilà, ça existe. Et alors, l'arc est un contre-arc. C'est ça qu'il faut. L'arc de Philoctète, effectivement, est censé détruire l'arc de Paris. C'est l'arme de trait contre l'arme de trait. Absolument. C'est Hélénos qui porte ce nom de grec. Donc, alors, Hélénos a dit la vérité aux Troyens, mais Ulysse, il a déjà capturé le Hélénos, le devin, il l'a fait transporter dans le camp des Grecs pour qu'il leur dise ce qu'il faut faire avec Philoctète. Ça, c'était son action première. C'est toute la prédiction qui fait qu'on apprend qu'on doit aller chercher Philoctète pour avoir son arc. Voilà, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a une finalité. Alors, je vois que notre duo a aussi ses vertus comiques, c'est très bien, puisqu'on rit beaucoup dans Philoctète, comme vous le savez. Ce vieillard a quelque chose d'agaçant, Philoctète, il finit par être tellement dans un refus que ça en devient drôle. Mais pour vous répondre sur un point qui me paraît très important, sur la notion d'inconciliable. Effectivement, pourquoi Antigone est devenue cette sorte d'emblème de la dialectique et d'une dialectique insurmontable, une dialectique plutôt kierkegaardienne que hegelienne. Vous savez, deux termes et aucun des deux ne peut gagner sur l'autre. Alors que chez Hegel, on arrive à dépasser les deux termes pour un troisième. Donc, ce caractère dialectique d'un théâtre où on a deux figures qui portent chacune une valeur absolument essentielle et indépassable, on l'a dans Antigone. Voilà, la cité ou la loi des hommes, la loi des dieux. Enfin, vous pouvez le poser de plusieurs manières. En termes de loi, en termes de piété aux dieux, très bien. Donc, laissons Antigone, puisque effectivement cet archétype fonctionne. Ou Oedipe, qui est une tragédie de la révélation. D'accord, tragédie du refus pour Antigone, tragédie de la révélation pour Oedipe, de l'acceptation. Mais ne partons pas non plus sur Oedipe. Je pense qu'on pourrait. Surtout votre somme est tellement essentielle là-dessus. Bon. Revenons à Philoctète. Philoctète, comment s'articule l'opposition? On peut considérer, comme vous le disiez, qu'il y a l'individu Philoctète, et puis, disons, les lois de la cité, ou même pas les lois d'ailleurs, les besoins, les exigences de la cité, ce que j'appelais la raison d'État. Très bien. Les Grecs, ordre des Grecs, les chefs des Grecs, etc. Et vous avez, à mon avis, je vous rejoins sur cet enjeu de la parole. C'est une tragédie de la parole. Ulysse dit, oui, la parole mène le monde, enfin, dans la traduction de Jean-Pierre Simeon, la parole mène le monde, non pas l'action, mais la parole. Très bien. Je crois qu'en effet, si on lit les deux, ça aboutit à la chose suivante. Une contradiction fondamentale au sein de la pièce, c'est que, pour Ulysse, puisque la parole est tout, le temps n'est rien. C'est-à-dire qu'on peut dire une chose au temps A et dire autre chose au temps B. Ce qu'on a dit au temps A n'aura eu aucune importance. On est dans une sorte de flux, et donc seules comptent les circonstances du moment présent. Et ces circonstances, on va les verbaliser, on va les mettre en forme, et la parole va permettre de tout faire passer, de tout faire avaler. C'est pour ça que Ulysse est constamment représenté comme l'homme de tous les compromis et qui peut avaler toutes les couleuvres. Il est insubmersible parce que, voilà, de toute façon, la parole arrangera les choses. Philoctète est dans un autre rapport au temps. Philoctète, lui, ça ne passe pas, et ça ne passera jamais. Le mal qu'on lui a fait une fois est valable toujours. Et c'est ce qu'il dit, et c'est pour ça que dès que Néoptolème a trahi, c'est trop tard. Et Néoptolème n'aura de cesse que, auprès de Philoctète, de tenter de réparer sa faute. Mais c'est irréparable. Si on veut aller encore plus loin dans la synthèse, pour Ulysse, tout est réparable. Pour Philoctète, tout est irréparable. Et ça, c'est un rapport, je pense, de confrontation. Oui. Je vous suis. On pourrait dire, évidemment, que c'est une maîtrise du particulier, grâce à l'universel, du côté d'Ulysse. Oui. Vous voyez, ça veut dire que, comme vous venez de le dire, quoi qu'il arrive, je peux toujours trouver une solution. Voilà. Oui, il faut que je la trouve. Mais c'est assez extraordinaire parce que la rhétorique d'Ulysse a été le sujet d'une pièce magnifique que j'aime énormément, c'est Hécube. Et alors, Hécube est là, comme une maître courage, non? Et elle s'oppose
Il y a deux parties. Il y a une partie où elle s'oppose à Ulysse et une autre partie où elle s'oppose à Agamemnon, le roi. Et donc elle a affaire à deux rhétoriques. Mais celle d'Ulysse est épouvantable. Elle est terrible. Il n'y a pas pire au monde. Oui, parce que tous les mensonges sont... Il n'y a pas pire au monde, oui. Ils s'en tirent toujours. On connaît ça dans la vie. Il y a un autre qui ne vit que le particulier et qui connaît la vérité de la souffrance spécifique, particulière, insurmontable. C'est ça que je dis, que c'est ça l'antithèse profonde qui anime la pièce. Du côté de Sophocle. Maintenant, je ne parle pas de Beckett ni de l'actualisation actuelle. Non, vous voyez. Absolument. Mais si on essaie de relier ça à la question de l'héroïsme, est-ce que vous diriez que Philoctète est un héros? Ce sont des héros est-ce que c'est un geste héroïque? Qui disent que la guerre c'est sordide, alors que ce sont des guerriers et que Ulysse il parle pour des guerriers. Mais là, Philoctète et Néoptolème, à un certain moment, il est obligé de le suivre. C'est de l'horreur ce qu'ils font, la guerre. Ils le détestent fondamentalement. Est-ce que c'est seulement son expérience individuelle qui lui fait comprendre que la guerre est terrible? Ou est-ce que c'est... Maintenant, si on prenait ça, si on le situait à la fin de la guerre du Péloponnèse et qu'on dit, voilà, les gens comprenaient de quoi ils parlaient dans l'assistance. Non, il y a l'un et l'autre. Oui. Il y en a l'un et l'autre, mais il y a la logique interne. Il est certain qu'on a une ruine des valeurs dans cette pièce. C'est qu'on est à la fin. Voilà. À la fin de cette guerre. Mais parce qu'il y a la vérité particulière. Oui. C'est-à-dire la souffrance, le pied qui sent mal, qui sent mauvais. Mais cette souffrance particulière, elle est aussi, à mon avis, le signe que non seulement c'est un signe essentiel, ça veut dire qu'effectivement c'est le propre de tout homme, c'est arrivé à Philoctète en particulier, mais ça symbolise ce qui peut arriver à ce qui est constitutif pour tout homme. Mais ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est sur cette évolution des valeurs. C'est-à-dire qu'on a la pièce, on a l'Iliade, très bien, Homère. Chez Homère existent les héros, d'accord? Achille, Ajax, il y a un moment magnifique que j'aime chaque fois que je revois le spectacle, j'adore ce moment. C'est un moment où Néoptolème, donc Philoctète, parle avec Néoptolème et il vient d'apprendre que Achille était mort. Achille mort, etc. Et juste après, Philoctète demande à Néoptolème, mais Ajax, comment a-t-il pu laisser faire cela? Et Néoptolème a un moment de vacillement et dit, non, jamais Ajax n'aurait laissé faire cela. Et ce qui est magnifique, ce qu'on s'est raconté avec David qui joue Néoptolème, avec Christian, c'est que là, Néoptolème qui est mis dans la position de jouer au petit Ulysse, ça veut dire au petit rhétoricien, et donc qui doit utiliser les armes du mensonge, on lui envoie à la figure l'image du héros Ajax, qui est celui qui justement ira jusqu'au suicide pour le refus. Et le non, jamais Ajax n'aurait laissé faire cela, c'est à la fois, il n'aurait pas laissé faire cela dans l'absolu, mais c'est jamais Ajax n'aurait fait ce que je suis en train de faire. Et c'est un moment de double discours. C'est pour ça qu'il a cette espèce de retrait. Et c'est pour ça que juste après, il va sortir en disant... Le suicide joue un grand rôle dans la pièce. Oui, absolument. Il faut dire aussi, c'est que Ajax est présent dans Philoctète. Voilà, ça veut dire que l'horizon possible, disons une ajaxisation de Philoctète, ce serait je vais me jeter par-delà les rochers et donc je serai un héros parce que j'aurais tenu mon refus jusqu'à la mort. Mais excusez-moi, je termine la pensée parce que ça va nous amener à un point. Donc je disais, Homère, on a ses valeurs héroïques, d'accord? D'où les soldats qui se battent à l'épée. On a déjà une décadence avec la fin de la guerre du Péloponnèse. On n'est plus du tout dans cette confrontation héros contre héros. On est dans une guerre, vous le disiez, qui a dégénéré. Et une guerre qui est une guerre d'horreur, de boucherie, de trahison, d'agents doubles. Voilà, la guerre que porte Ulysse. Et alors en plus, maintenant, nous entendons ce Philoctète au début du XXIe siècle. Et on sait très bien jusqu'où ces guerres peuvent aller et jusqu'où l'héroïsme peut être absolument ruiné. C'est pour ça que je vous titille. Mais qu'est-ce qui reste de l'héroïsme là-dedans? Alors il faut vous dire qu'il y a dans les guerriers, mais c'est important, Néoptolème et son père, ou bien Achille et son fils, et ce que reconnaît Philoctète immédiatement, ne sont pas comme les autres. Ce ne sont pas des Ulysses, ni des Agamemnon, ni des Atrides. Ils appartiennent à un autre type de roi, plus exceptionnel, en dehors, au-dessus. Voilà. Et dans toute la pièce, vous devez vous dire que Néoptolème est capable de parler avec, à partir d'un point de vue auquel Ulysse, défendant l'armée dans sa totalité et dans sa collectivité, n'a pas accès. Il appartient, non, c'est des princes au-dessus des princes. Je suis
d'accord en partie, parce que tout le problème de Néoptolème, c'est qu'il n'a pas de délégation totale de prestige. Il a le prestige d'Achille, qui est le héros des héros, il est le fils d'Achille, très bien, mais il n'est que le fils d'Achille, et comme le dit Jean-Pierre Siméon, ce père que j'aimais sans jamais l'avoir vu. Donc il n'a rien d'autre de son père que sa filiation évidemment écrasante. Le résultat, c'est qu'il est pris entre un père mort écrasant, qui en gros a monopolisé l'héroïsme, Ulysse, qui représente le héros tortueux, enfin de biais, l'homme aux 1000 tours, d'accord, selon le terme grec même, et puis il a cette espèce de héros fantomatique, spectral, qui est Philoctète, qui tourne en rond sur son île, et la seule chose qui lui reste, c'est finalement son abandon, sa relégation, et son néant, voilà, et son refus. Donc, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que vous avez, bien sûr, Néoptolème, en partie, pourrait être Achille, mais sa première action, déjà, l'interdit d'être Achille. Dès qu'il a accepté le jeu d'Ulysse, ça y est, il ne peut plus déjà être Achille. Et c'est un destin tragique qu'on va retrouver chez Racine quand Néoptolème est appelé Pyrrhus, d'accord ? Ce héros, que va-t-il faire ? Il va jeter un bébé du haut des remparts, il va tuer un vieillard, Priam, et après, il va faire du chantage à Andromaque. Voilà l'héroïsme qui est réservé à Néoptolème, fils d'Achille. Il y a mieux quand même. Alors, moi, j'ai 2 questions très importantes de la part des personnes qui ont accepté de participer à cet après-midi. Pourriez-vous, alors qu'ils sont adressés à Jean Bollack, pourriez-vous définir, mais peut-être que Gérald a aussi des choses à dire, sûrement même, pourriez-vous définir ce que vous considérez comme mythe ? L'histoire n'est-elle pas une interprétation imaginaire, voire mythique, quel que soit l'intérêt porté à la syntaxe ? Mon cher Jean. Je suis content, oui, de préciser ça. Ça veut dire ce que j'appelle mythe, c'est avoir une vision. Ça touche naturellement un peu ce que vous avez appelé figure, non ? C'est-à-dire qui représente quelqu'un, je veux dire aussi ce que nous appelons héros, c'est-à-dire que on incarne une vérité. Non, on est comme le représentant d'une vérité que l'on incarne et qui prime. Ce qui est évidemment, et alors on peut et on a, et on lit d'ordinaire, on a accès grâce au mythe. On dit qu'Antigone est une passionnariat. Et c'est ainsi qu'elle vit partout, tout le temps. Si c'est en Colombie, c'est en Colombie. Elle est toujours la même. Et vous voyez, c'est la révolte. Ou des notions de ce genre. Alors on dit qu'elle est représentative. C'est comme on le faisait, disons. Maintenant, c'est pas comme ça que je lis. Et je pense que c'est une tradition qui existait. Mais même Héraclès, où je veux dire, on ne peut pas. Tout à l'heure, je voulais intervenir et vous dire, parce que vous avez fait allusion à une autre pièce. Et déjà ça, on ne peut pas. Et c'est-à-dire qu'il y a une vérité qui est véritablement limitée à la pièce. C'est-à-dire à la construction, à la réflexion qui se greffe sur un mythe traditionnel pour le démythifier. Et pour montrer sa complexité, et pour me montrer que ça ne marche pas comme ça. Est-ce que la personne est satisfaite si je réponds comme ça? Non. Alors, précisez votre question. Vous ne donnez pas la définition de mythe. Vous tournez autour, mais vous ne donnez pas la définition de mythe. Qu'est-ce que vous considérez comme mythe? Alors ça... oui, c'est-à-dire que... Non, attendez. Oui. J'ai affaire à 2 choses. D'une part, il y a toutes les histoires mythologiques. Je pense, je peux me tromper, mais je pense que c'était codifié, ça, à une époque très ancienne, bien avant les auteurs des épopées homériques. Il y en avait, je ne sais pas combien, et que ça avait été déjà réuni comme un corpus, toutes les histoires. Alors, Clytemnestre, c'est ceci, Hélène, c'est cela, toutes ces histoires. Ça, c'est la matière mythologique, où il y a évidemment des figures, en effet. Et ces histoires se résument fondamentalement dans cette constellation spécifique. Alors, il y a des choses qui peuvent changer, disons, d'une narration ou d'un récit à l'autre. J'appelle ça, et puis je vous dis, je fais la différence entre mythologique.
Autre chose, c'est la lecture et l'interprétation. Je pense que les auteurs des tragédies disposaient évidemment de cette science. Ils connaissaient toutes les histoires mythologiques et ils savaient y faire allusion et puis renvoyer de l'une à l'autre. Mais ils ne se tiennent... Et alors, j'appelle mythe le système, le schéma d'interprétation plaqué dessus par les gens qui l'ont lu, par les lecteurs, en disant Antigone c'est ça, au lieu de reconnaître la complexité, disons, d'une intrigue, d'un système intellectuel, de dialogue, et de tout ce qui s'ensuit et qui fait l'œuvre d'art. Donc, puisque vous avez raison de me pousser, c'est-à-dire que c'est cette fausse réduction que j'appelle mythification, alors que la tragédie tout entière est une démythification en problématisant. Oui, c'est exactement. Merci beaucoup, madame, pour cette question, parce que c'est vraiment toute la définition, je crois, du travail de Jean Bollack depuis 50 ans. Voilà. Alors, dernière question. Quelle est l'actualité de cette pièce, Philoctète, pour vous? C'est un combat. Évidemment, c'est une pièce magnifique. Voilà. Et qui peut être lue différemment. Alors, j'ai une force et une faiblesse. Ma force, c'est évidemment que je veux lui rester. Je voudrais, alors je ne l'ai pas traduite, mais je veux dire que je voudrais évidemment lui restituer la plénitude de ce débat, dans la forme qui est la sienne, qui est singulière. C'est-à-dire de Sophocle. De Sophocle. Je dis de Sophocle. Voilà, absolument. Vous êtes en train de nous annoncer que vous allez traduire Philoctète? Non. Non? Mais non, je veux dire que il faut. Je pourrais. Hein. C'est maintenant, je veux dire, c'est une question de. Je dis que je répondais que j'avais cet avantage, une force, de ne pas interpréter en traduisant. C'est-à-dire que l'interprétation serait déjà ce que vous appelez. Ça rejoint votre question sur le mythe. Ce serait déjà, l'interprétation m'empêcherait déjà de comprendre véritablement la signification des phrases et des revirements infiniment subtils. Puisque c'est extraordinaire cette pièce sur la rhétorique qui implique le mensonge, où le mensonge se retourne parce qu'il y a une vérité qui est plus importante que disons, la raison d'État. C'est extraordinaire. Et c'est pas un hasard, c'est-à-dire que c'est une pièce très critique. C'est pas un hasard que ce n'ait pas été célébré et pas beaucoup joué. C'est une pièce profondément critique, c'est-à-dire ce pauvre Philoctète, il ne s'en sort pas. Il peut rentrer chez lui à la rigueur, non, ou rejoindre son père, comme il le dit, dans les enfers. Alors, ça c'est ma force. La faiblesse, évidemment, c'est que je suis confronté à des attentes différentes et que je respecte. Vous voyez, c'est-à-dire que tout à l'heure vous parliez de Siméon et de ses... Non, je veux dire que c'est vrai, ça c'est... je ne veux pas dire Sophocle c'est ceci. Je ne veux pas avoir raison avec Sophocle contre ce qu'on fait avec lui, à juste titre ou à tort. Je ne veux pas. Je veux simplement montrer la force que ça pouvait avoir eu. Mais c'est bien pour ça qu'il s'agit d'un texte de Siméon d'après Sophocle. N'est-ce pas? Oui, parce que si on s'engage... C'est une variation. C'est une variation. Une variation comme les variations Goldberg, c'est vraiment une variation, ni une traduction, ni une adaptation, c'est un pas de... Siméon n'est pas tout à fait... On ne peut pas tout à fait mettre au même niveau que les variations Goldberg, quand même, vous m'excuserez. Je parle en tout cas du geste. Oui, mais enfin bon, on ne peut pas comparer l'incomparable, je crois. Enfin, le terme variation est le même dans les deux cas. Non, mais Goldberg, quand même, gardons mesure. Mais enfin... J'ai dit sur la démesure. Bah oui, mais enfin, quand même, justement, elle nous incite à la mesure. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que c'est une pièce de résistance, c'est ce que vous avez dit, Jean Bollack,
Et que quand on la voit, elle nous paraît effectivement, pour répondre à la dernière question, d'une profonde actualité, parce qu'elle rejoint des résonances que nous avons tous à l'intérieur de nous. Oui, et de la langue de bois, de l'analyse de la langue de bois. De la critique de la langue de bois. Voilà, oui, ça c'est plutôt actuel. En tout cas, moi je voulais remercier le public qui a été très attentif et merveilleux tout au long de cet après-midi. J'espère qu'il ne pleut pas trop dehors, parce que vous allez regretter de nous quitter. Et je voulais remercier immensément Jean Bollack et se reporter à son œuvre. Vous allez voir, c'est un jeune homme, donc sur son site internet, il y a des choses qui vous permettent de passer des nuits entières. Donc vous pouvez vous reporter à son site, que vous trouverez sur Google. Et je voudrais remercier Gérald Garouti, qui a donc fait la dramaturgie et de ce merveilleux dialogue qui a eu lieu entre vous deux, là, c'était vraiment formidable, qui a fait la dramaturgie donc de cette pièce qui continue ici à l'Odéon, mais qui va continuer aussi au TNP à Lyon dans combien de temps maintenant ? Le mois prochain, donc à la fin du mois de novembre, et on va continuer. Et ensuite toute l'année, c'est ça ? Une tournée jusqu'à fin février. Merci infiniment à vous, et merci bravo. Laure.